que je sais que la dernière fois, il y a une ou deux personnes qui avaient voulu rejoindre un peu Oui, tardivement. pas de Voilà. problème. Ok, D'accord. merci. Merci beaucoup, Raju, de t'occuper à nouveau de ça. Bon, alors écoutez, déjà, il faut que j'arrive à retrouver mon texte. Voilà, le voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, voilà, nous arrivons un peu, non pas au bout, mais en tout cas à la dernière intervention sur le thème de cette année, en tout cas à Paris. Je ne sais pas trop si dans les autres lieux où nos collègues travaillent, il y a d'autres interventions prévues, mais en tout cas à Paris, ça sera la dernière sur ce thème, bon, avant le congrès. Écoutez, je crois que nous avons pu finalement, grâce à cette plateforme Zoom, continuer nos enseignements et notre travail, et je trouve d'une façon plutôt agréable et qui en plus a permis à un nombre plutôt plus important de collègues d'assister à nos travaux, ce qui est plutôt enrichissant, je trouve. Voilà. Alors, donc, je voulais terminer ce cycle finalement de conférences par ce thème était en toute était, c'est pas mal, autant pour moi, aimer en toute ignorance, et je crois qu'il n'échappera pas à ceux qui sont au courant de notre prochain thème Grizzly, viens vite. de l'année, de comprendre que la question de l'ignorance sera présente, et plus spécialement de la passion de l'ignorance, dans ce que je vais évoquer ce soir et qui sera justement le prochain thème de notre travail. Voilà. Alors, dans le coup de foudre, hormonalement, l'esprit critique est mis en veille. Voilà, c'est ce que révèlent les dernières recherches de nos collègues scientifiques, résultat qui n'est pas sans nous faire réfléchir à ce terme, tomber amoureux, et surtout à ce que nécessairement révèle d'ignorance tout amour. Mais après tout, il y a du bruit de fond. Est-ce que ce serait possible de l'annuler? Je ne sais pas d'où il vient, mais voilà. Mais après tout, ce lien intime entre l'ignorance et la passion amoureuse n'est pas une révélation au bout de cette année sur ce thème, mais surtout ouvre, comme je viens de l'évoquer, sur le prochain thème de notre travail de façon assez logique. En effet, toute passion se révèle ignorante, ce que Freud ne fait que souligner, comme nous le savons, puisque la distinction entre le moi et le sujet est un thème vraiment très important, et ensuite ce qui donnera lieu ultérieurement à la notion de sujet divisé. Pour sa part, Lacan, dans son schéma de 54, je vais vous le montrer ici, j'espère que tout le monde le voit. Voilà, Lacan nous indique donc qu'un tel schéma vous présentifie ceci: c'est seulement dans la dimension de l'être et non pas dans celle du réel que peuvent s'inscrire les trois passions fondamentales à la jonction du symbolique et de l'imaginaire, cette cassure, si vous voulez, cette ligne d'arête qui s'appelle l'amour, à la jonction de l'imaginaire et du réel, la haine, à la jonction du réel et du symbolique, l'ignorance. Et Lacan ajoute: l'amour et la haine ne vont pas sans cette troisième qu'on néglige et qu'on ne nomme pas parmi les composantes primaires du transfert,
l'ignorance en tant que passion. Le sujet qui vient en analyse se met pourtant comme tel dans la position de celui qui ignore. Pas d'entrée possible dans l'analyse sans cette référence. On ne le dit jamais, on n'y pense jamais alors qu'elle est fondamentale, souligne Lacan. Donc, la haine, l'amour et l'ignorance sont ces trois passions qui scandent les voies de la réalisation de l'être. Et il appuie à cette époque son approche sur le schéma d'un dièdre à 6 faces que je viens de vous montrer, dont je crois bien que Raju nous a déjà parlé lors de son intervention, mais que je voudrais reprendre. Je vous le remonte. Le sujet qui vient en analyse se met pourtant comme tel dans la position de celui qui ignore. Par conséquent, si le transfert est bien de l'amour, on ne peut y entrer donc qu'en toute ignorance, et j'ajouterais, la règle fondamentale est en elle-même une injonction à l'ignorance. En effet, dites tout ce qui vous vient sans faire de tri ressort bien de cette vocation à l'ignorance, ignorance amoureuse de surcroît, de celui qui s'y prête auprès d'un autre, l'analyste, qui est non dupe du résultat supposé, à savoir que ce qui va advenir de ce discours sera la vérité du sujet prise dans les associations de ses signifiants. Mais dire que l'amour est une passion et soutenir que c'est de cette passion de l'ignorance dont traite le transfert, c'est également faire l'aveu de la dimension de souffrance de toute passion. Alors, le transfert se réduirait-il à la définition selon laquelle on se doit d'ignorer pourquoi on souffre? Il n'en est rien parce que justement, la psychanalyse, et je dirais elle seule, de par son dispositif lié intimement au transfert, permet de ne pas rester dans l'ignorance de ce pourquoi on souffre, de l'amour. Pourtant, il faudra bien des détours et détours pour que cet éclairage apparaisse enfin, associé à la façon dont un jour chacun en analyse pourra se prévaloir d'un savoir-faire avec son symptôme. Faire avec son symptôme, c'est enfin pouvoir se passer de cet objet qui nous paraissait si indispensable et qui valait au sujet tant de souffrances, en ignorant même, le plus souvent, qu'il s'agissait de tel ou tel objet. Souffrance passionnelle, donc, bientôt reconvertie en souffrance morale, même si elle prend toujours sa source dans le corps. Le passionné amoureux, car l'amoureux est toujours un passionné, est dans l'ignorance de ce qui le pousse, mais pourtant détient un savoir sur ses fixations, qu'elles soient toxicomaniaques, fétichistes ou collectionneuses. Le sujet est donc dépossédé de lui-même, mais néanmoins subit toutes les conséquences de sa passion de l'ignorance. Dès lors, le sujet ne dispose plus de la maîtrise ni de ses pensées ni de ses actes, il n'est plus qu'attaché à ce qui le hante auprès des vestiges lointains d'un objet dont il ignore en fait vraiment l'intérêt. Dès son plus jeune âge, le bébé est confronté à une irrémédiable injonction, celle d'être tout pour sa mère. Injonction qu'il entendra bien sûr sous sa forme inversée, je veux être tout pour ma mère. C'est une proposition que l'on rencontre bien souvent à l'œuvre dans les analyses de patients adultes qui n'ont jamais pu renoncer à cet être tout pour l'autre et qui les mène de ce fait à tous les excès passionnels afin de réaliser enfin ce vœu maternel, être le phallus de la mère. Pourtant, chez tout passionné, l'objet de la passion
n'est bel et bien qu'une partie de ce tout qui figure leur désir. Et je citerai ainsi Alain Vanier qui commente le schéma de Lacan de 74, déjà bien différent de celui de 54, celui du diètre que je vous ai montré, qui commente donc ce schéma ici de 74. Et Vanier nous dit ceci: il y a un lien, Lacan l'a indiqué, entre le sens et l'amour qui s'incarne dans la religion, dont il n'est pas nécessaire de souligner la fortune dans notre culture. C'est Lacan qui parle et qui poursuit. Il y a aussi une proximité à l'intersection de l'imaginaire et du réel, de la jouissance de l'autre et de la haine. Cette haine que déclenche la jouissance que présentifie l'autre pour le sujet. Lacan poursuit, enfin, à l'intersection du réel et du symbolique, il y a la jouissance phallique, là où se trouvait l'arête. Excusez-moi, j'ai perdu mon texte. Alors, je citais Lacan. Pardonnez-moi un instant. Alors. Voilà. Donc, il y a un lien, Lacan l'a indiqué, entre le sens dans la de souligner la fortune dans notre culture. Il y a aussi une proximité à l'intersection de l'imaginaire et du réel, de la jouissance de l'autre et de la haine, cette haine que déclenche la jouissance que présentifie l'autre pour le sujet. Enfin, c'est là où j'en étais, à l'intersection du réel et du symbolique, il y a la jouissance phallique, là où se trouvait l'arête de l'ignorance. Et l'ignorance, le mouvement entre l'ignorance et le savoir est quelque chose du mode de manifestation de la jouissance phallique dans le transfert. La jouissance phallique est la marque de l'ignorance, d'un autre niveau de l'ignorance que celui que Lacan avait avancé en 54. Donc, ce qui va nous intéresser dès lors, c'est ce point, c'est-à-dire à l'intersection du réel et du symbolique, il y a la jouissance phallique, là où se trouvait l'arête de l'ignorance, et l'ignorance, le mouvement entre l'ignorance et le savoir, est que quelque chose du mode de manifestation de la jouissance phallique dans le transfert. Et cette jouissance phallique est donc la marque de l'ignorance, d'un autre niveau d'ignorance. Alors, de quel niveau d'ignorance s'agit-il dans ce qui est évoqué là? L'ignorance se présente comme passion dans le transfert et masque en effet un autre niveau d'ignorance qui est le plus fondamental, à savoir, il n'y a pas de tout de l'amour et c'est la jouissance phallique qui permet, ou plus exactement, contribue à l'ignorer. La passion de l'ignorance peut alors se comprendre autrement et écoutons ici ce que Lacan en précise. L'inconscience n'est pas que l'être pense, l'inconscience est que l'être en parlant jouisse et ne veuille rien n'en savoir de plus, ne veuille rien en savoir du tout. Parce que la sexualité est au centre de tout ce qui se passe dans l'inconscient et qu'elle y est comme manque, comme défaut fondamental. Nous ne voulons rien savoir de ce qui peut se savoir, précisément pour ne pas savoir ce qui ne peut pas se savoir. Nous ne voulons pas savoir là où le savoir bute, c'est même ce qui fait le succès des religions. Fin de citation. Alors, comment sortir de cette projection idéale du moi dans l'être aimé, de celui qui est mon bien, ma chose, tant qu'il est moi? C'est en effet une question que l'on pourrait adresser aux auteurs de féminicide
dont on sait combien leur passage à l'acte passionnel se réalise justement au moment où leur chose décide de se séparer. Mais réciproquement, être réduite à la chose de l'autre peut être producteur de grandes jouissances, même si en effet le prix à payer pour être le tout de l'autre est parfois élevé et bien souvent, trop souvent mortel. Mais ce champ de la jouissance n'a rien de très doux, et Lacan le rapproche de celui de la pulsion de mort dans son incitation évidente avec la répétition. Ce qui nécessite la répétition, c'est la jouissance, et ce qui nous intéresse en tant que répétition et qui s'inscrit d'une dialectique de la jouissance est proprement ce qui va contre la vie, l'instinct de mort. Alors, arrivé en ce point, comment donc faire pour que l'autre devienne une autre? C'est bien la question que nous nous posons. Alors, je ferai à nouveau l'hypothèse qu'après une analyse, il y a possibilité d'un amour différent, c'est-à-dire un amour qui ne laisse plus, qui laisse moins, le sujet être dans l'ignorance, justement, que l'autre aimé est bien un autre, c'est-à-dire différent de l'objet idéalisant que j'ai pu projeter sur lui, sur elle, car ce que le sujet ignore, c'est qu'il n'y a pas un rapport direct à l'objet, puisque c'est toujours l'idéal du moi dont il s'agit dans l'amour comme point idéal. Point idéal, d'où l'autre me voit sous la forme où il me plaît d'être vu. Mais au fond, rien de bien nouveau depuis Freud, si l'on considère que la passion amoureuse prend la place d'une formation narcissique qui se constitue à partir d'une perte. En effet, comme Freud nous l'indique très clairement dans son article d'introduction au narcissisme, le plein amour d'objet selon le type par étayage est particulièrement caractéristique de l'homme. Il présente la surestimation sexuelle frappante qui a bien son origine dans le narcissisme originaire de l'enfant et répond donc à un transfert de ce narcissisme sur l'objet sexuel. Cette surestimation sexuelle permet l'apparition de l'état bien particulier de la passion amoureuse qui fait penser à une compulsion névrotique et qui se ramène ainsi à un appauvrissement du moi en libido au profit de l'objet. Ce qu'il projette devant lui comme son idéal est le substitut du narcissisme perdu de son enfance. C'est bien ce point qui me paraît le plus important, à savoir que ce que l'on projette dans l'amour comme idéal, c'est le substitut du narcissisme perdu de son enfance. Donc, le sujet confond bien dans cette passion amoureuse son amour pour lui-même avec celui ou celle qui prend soin de lui, puisque ce qu'il projette devant lui comme son idéal, c'est en fait le substitut du narcissisme perdu de son enfance. Et ce seront évidemment les coordonnées de l'objet qu'il ou qu'elle élira plus tard comme objet de sa passion. C'est la raison pour laquelle, pour tomber amoureux, il vaut mieux que le sujet soit dans l'ignorance. C'est bien souvent ce que l'on repère très vite chez ces patients qui viennent nous consulter pour échapper à la répétition des échecs amoureux qu'ils traversent. Une patiente évoquait récemment la question de savoir pourquoi elle ne voulait que tomber amoureuse des hommes qu'elle n'intéressait pas et qu'en revanche, ceux qu'elle intéressait ne l'intéressaient pas. Je crois que nous disposons ici des éléments qui montrent combien il est compliqué de renoncer à ce genre de passion, puisqu'il ne s'agit donc pas tant de renoncer à un ou une autre, mais en fait à soi-même. Mieux vaut d'ailleurs en effet l'ignorer, autant que faire se peut, si on veut tomber amoureux. C'est ainsi que certaines ruptures amoureuses se révèlent inconsolables, puisque la passion ne s'envisage pas autrement qu'associée à la perte et à l'illusion, dans lesquelles on trouvera toujours très proches ces affects de séparation et d'aliénation.
C'est pourquoi cette passion amoureuse est toujours partagée entre la hantise d'être délaissé par l'objet de sa passion et celle d'une emprise totale sur lui. À quoi j'ajouterais que c'est bien ce en quoi consiste justement la souffrance de l'amoureux. La souffrance, quant à elle, n'est d'ailleurs pas du ressort de l'ignorance, puisqu'au fond, c'est la seule chose à quoi le sujet a véritablement accès. Il sait qu'il souffre, alors que tout le reste, comme cause de cette souffrance, reste ignoré. C'est bien en quoi un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. En effet, l'être qui vient à manquer renvoie toujours à la solitude du bébé, qui, abandonné, se trouve confronté très vite à la désolation en l'absence de sa mère ou de celui qui lui prodigue des soins. Au fond, le passionné n'a de cesse que de se prémunir contre l'abandon qu'il guette, ce qui est souvent la cause même de son abandon sans qu'il s'en aperçoive. J'insisterai pour mettre en relief que c'est souvent la cause principale du fait justement de tomber amoureux, c'est-à-dire ne pas être abandonné. Ainsi, c'est d'une tragédie dont il s'agit ici, puisqu'on peut tout à fait rapprocher les tourments du passionné amoureux du sentiment de détresse initiale dont Freud a dressé les contours en le nommant Hilflosigkeit, que l'on peut traduire par état de détresse. À la suite de quoi, chacun pourra dire que ce qu'il y a de plus réel, c'est ce qu'on n'a pas, puisque le reste est ce que l'on risque toujours potentiellement de perdre. Il faut, me semble-t-il, se reporter ici à ce qu'évoque Winnicott quand il écrit qu'il est nécessaire de faire l'hypothèse que la mère est dans un état où elle s'identifie avec son bébé, temporairement, de telle sorte que, sans avoir à y penser, elle sait plus ou moins ce qui est nécessaire au bébé. C'est dire si cet amour maternel initial est lié à l'identification de la mère à son bébé, dont on peut dire qu'à ce stade, elle ne fait qu'un avec lui, et donc c'est grâce au fait que littéralement elle s'aime à travers lui qu'elle peut savoir ce dont il a besoin s'il crie et l'interpréter ainsi. Ici, l'ignorance de cet amour narcissique laisse la place au savoir pour l'autre. C'est bien ce savoir que Bergès a repris en le qualifiant de transitivisme. Mais il faut, je crois, pour comprendre ce dont il s'agit dans le chagrin d'amour, considérer que les nourrissons qu'on a laissés tomber de façon significative, que ce soit une seule fois ou dans un système de faillite de l'environnement en relation avec l'état psychopathologique de la mère ou du substitut maternel, il faut donc considérer que ces enfants ont eu l'expérience d'une angoisse impensable ou archaïque. Ils savent ce que c'est que d'être dans un état de confusion aiguë où ils connaissent l'angoisse disséquante, agonie de la désintégration. Ils savent ce que c'est d'être lâché, de tomber à jamais ou de se sentir clivé dans la dissociation psychosomatique. Vous l'aurez compris, Winnicott, par ces mots, définit ce qu'est un traumatisme infantile précoce, donc, je crois, il définit ce qu'est un véritable amour. J'insisterai sur cette idée que la passion amoureuse et surtout la rupture amoureuse est toujours l'équivalent d'un traumatisme infantile précoce. Mais même si tout le monde n'a pas vécu ce traumatisme initial, sommes-nous pour autant si loin de cela à chaque rupture amoureuse? N'y a-t-il pas toujours une part d'impensable? Prenons-en pour preuve ces envahissements incessants de la pensée du chagrin d'amour qui n'ont de cesse que de se demander le pourquoi et le comment de cet événement sans jamais pouvoir en trouver la raison. Je rapprocherai d'ailleurs ce type d'envahissement de celui des sujets aux prises avec un syndrome post-traumatique face à un réel, par définition, impensable. Je dirais que c'est là que la passion de l'ignorance se transforme en l'obsession de l'impensable. Cet impensable,
n'a-t-il pas à voir, non pas tant avec l'ignorance, mais avec la crainte, comme le dit Winnicott encore, d'un événement du passé qui n'a pas encore été éprouvé. C'est-à-dire, au fond, avec cette crainte de l'effondrement. D'ailleurs, on peut tout à fait qualifier de forme d'ignorance, me semble-t-il, cette crainte de l'effondrement, un effondrement lié à la dépendance absolue de la mère lorsqu'elle assure le moi auxiliaire du sujet, et, comme le souligne encore très bien Winnicott, le moi ne peut s'organiser contre l'échec de l'environnement dans la mesure où la dépendance fait partie de la vie. Avec toutes ces élaborations sur la dépendance, on comprendra combien le transfert, quant à lui, se prête à la construction d'une telle dépendance et combien il est compliqué, en effet, de s'en défaire. Évidemment, dans l'analyse, un point d'idéal est nécessaire à un moment donné, mais toute la question, c'est comment s'en défaire, puisque ce moment ne peut pas, ou plutôt ne doit pas, s'éterniser. C'est une identification chez le sujet sur laquelle butent et s'arrêtent en effet bon nombre d'analyses. Mais l'analyse se doit d'aller non seulement contre cette identification, mais bien sûr au-delà. C'est pourquoi il faut savoir différencier l'objet narcissique, l'objet du désir, IDEA, de ce que cet objet vient jouer dans les déterminismes inconscients en fonction de l'idéal du moi. Mais, au fond, y a-t-il vraiment à s'en défaire? Ou bien n'est-ce pas l'outil ultime pour différencier ce qu'il en est d'un amour narcissique de l'amour de l'autre en tant qu'autre, justement? Et c'est bien, je crois, à cet endroit que Lacan place le désir d'analyste comme fonction, et dans la mesure où l'analyste saura tenir sa place, c'est-à-dire celle d'être là sans raison d'être, il permettra que cette opération de séparation se produise, c'est-à-dire celle du plus grand écart entre l'identification et l'objet. Car il n'y a pas d'objet qui ait plus de prix qu'un autre, et c'est ici le deuil autour de quoi est centré le désir d'analyse. En ce sens, le transfert est assurément un petit laboratoire de l'état passionnel dans lequel on peut faire l'expérience de ce qu'on croyait être un gain, alors qu'il ne s'agissait que d'une perte. Et c'est bien là le plus grand malentendu de tout amour, celui qui consiste à ignorer que ce que l'on aime le plus, c'est la perte. Voilà, c'est sur ce point que je terminerai ce soir, en laissant bien sûr, j'espère, une part importante à une discussion sur les éléments que j'ai pu vous transmettre, j'espère, ce soir. Bon, ben, il ne faut pas que ça vous laisse sans voix quand même, hein. C'est pas parce que finalement ce qu'on aime le plus c'est la perte que pour autant il n'y a rien à en dire. Ben, je ne sais pas si on entend, non? On entend très bien Jean-Jacques. Oui, oui. Non, 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 mais je trouve effectivement que peut-être plus impressionnant encore est ce que vous avez dit il y a peu d'ailleurs, que le fait il ne s'agit pas tellement de renoncer à un autre que de renoncer à soi-même. Oui, Alors en effet, on mesure là
la difficulté Ben oui, de la renonciation. voilà. Et, mais vous pouvez l'expliciter un peu, ça, c'est-à-dire que voilà, ne pas renoncer à un autre, mais renoncer à soi-même. Euh, à soi-même au sens où finalement, dans la passion, c'est soi-même au fond, alors que narcissiquement finalement, que l'on s'aimerait dans l'autre. Ou est-ce que c'est un peu plus encore? Ben, disons qu'on peut se poser la question de savoir ce que devient le sujet désapparié de l'idéal du moi. Voilà. Oui, oui, C'est au fond ce point-là, je crois, sur lequel on aboutit dans le séminaire de cette année, enfin pour moi, et qui est, vous l'entendez, Jean-Jacques, à des, euh, comment dirais-je, à des éléments extrêmement liés à la question du transfert et de la résolution de ce transfert, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'on peut poser très exactement le même type de question pour ce qui concerne le transfert. C'est-à-dire, peut-être que là où l'amour échoue, la résolution du transfert gagne en quelque sorte. À savoir que dans l'amour, renoncer à la passion, c'est disparaître en tant que soi-même, soi-même au sens de l'idéal du moi, bien sûr. oui, oui. Alors que peut-être il n'y a qu'une analyse qui permet, grâce à cette résolution du transfert, alors je mets le mot résolution entre guillemets, hein, c'est un mot qui ne convient pas bien, mais disons le travail que l'on peut faire autour du transfert, c'est ce qui permet quand même de faire, euh, non pas naître, mais de faire prévaloir du sujet, je dirais, dégager de l'idéal du moi. Voilà. Il en faut un petit peu quand même, il n'y a pas une… Bien sûr, Un petit peu quand même. Euh, un petit peu quand même. Disons que ce moment, peut-être du sujet dégagé de l'idéal du moi, c'est peut-être le moment qu'on peut qualifier du moment de passe, au fond. Hein. oui, C'est une autre façon de le qualifier. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans la passe en permanence, heureusement d'ailleurs. Hein. Voilà. alors, oui, d'accord. Voilà comment je pourrais, enfin, comme ça, donner quelques éléments à propos de la question que vous posez. Oui, oui, ce sont des éléments précieux, oui. On peut poursuivre cette question-là en disant que finalement, ce qui ne peut se résoudre dans le transfert, puisque le transfert persiste sous une forme ou une autre, plus ou moins toujours, c'est justement cette impossibilité, pour reprendre ton mot, de se désapparier complètement de l'idéal du moi, hein, à savoir effectivement d'arriver à se défaire du transfert, ce serait un nouvel idéal. Alors, oui, c'est-à-dire que si ça devient un nouvel idéal, c'est embêtant parce que on repousse la question d'un cran, mais au fond, elle reste posée à la même place parce que comment on peut continuer la discussion finalement en se demandant est-ce qu'il s'agit de ne plus avoir d'idéal ou de changer d'idéal? Qu'on pourrait d'ailleurs formuler aussi sous la forme est-ce qu'il s'agit de ne plus croire en son objet ou de changer d'objet? C'est un peu la même question au fond. Hein. Oui, mais ça reviendrait finalement à cette question que tu abordes, à mon sens très justement, qui est de passer de la question du moi à celle du sujet, Oui, puisque moi je pense que le sujet n'a pas d'objet. absolument. On est d'accord là-dessus, sauf que pour pouvoir en arriver à cette conclusion, il faut quand même quelques années d'analyse, quoi. Ah ouais. Parce qu'on y tient quand même à son objet, il faut bien reconnaître. Et alors, du coup, tu disais, mais
si la résolution du transfert devient un idéal, je crois qu'on n'a pas beaucoup changé sur la croyance en l'objet, du coup. Hein. C'est-à-dire qu'on met la psychanalyse finalement en position d'idéal. Oui, Ce qui n'est pas une réussite, enfin jamais. Hein, enfin. tu donnes tout à fait la solution à propos de Winnicott qui dit qu'effectivement, euh, on est quand même nécessairement, on ne peut pas vivre sans dépendance. Exactement. Alors voilà, on ne peut pas vivre sans dépendance, certes, mais une analyse, c'est une analyse avant tout des dépendances. Voilà. Et au fond, il n'y a que l'analyse qui puisse faire en sorte que ce soit analysable. Le reste des options, religieuses, politiques ou autres, forcément mettent au centre de leur intérêt pour l'aliénation ou la désaliénation un modèle idéal. Et par conséquent, ne permettent absolument pas, je crois, qu'on analyse la dépendance, mais au fond qu'on change de dépendance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Et aussi, il y a une, comment dire, parce que quand vous parliez de la mère avec son bébé, il me semble que vous avez dit que là, dans ce cas, une certaine ignorance narcissique devenait savoir pour l'autre. Oui, C'est ça? c'est exactement ça, oui. Exactement ça. Donc là, cette dimension narcissique serait fondamentale alors. Mais bien sûr, mais elle ne peut être que transitoire, c'est-à-dire qu'effectivement, elle permet à un moment donné à mettre en place ce savoir dont les mères disposent sur l'état de leur nourrisson à un moment donné quand ils pleurent pour pouvoir interpréter ses besoins quand même, enfin, ou ses besoins et ou ses désirs, ça, la question reste ouverte. Et que ça n'est que par le truchement du bébé comme idéal du moi de la mère à ce moment-là, évidemment. Mais disons que c'est un état qui ne peut qu'être transitoire. Parce que vous imaginez, enfin, on trouve ça d'ailleurs plus tard, mais dans des pathologies évidemment bien spécifiques. Hein, voilà. Donc là, oui, le bébé n'est pas en position d'objet A, il serait en position d'idéal du moi alors. Bah, je crois, Oui. je crois. Alors, Oui, oui. toute la difficulté, c'est en effet le passage entre idéal du moi et objet petit a Oui. dans la place de ce bébé, évidemment. Oui. D'accord. Voilà, et qui est ensuite une façon de pouvoir repérer, si tant est que ça puisse se faire, quelle est la place de cet objet petit a dans le fantasme de la mère, évidemment. Ce qui est un autre moment évidemment compliqué, parce que là encore, ce bébé, il faut qu'il ait une place dans le fantasme de sa maman, et en même temps, il faut aussi qu'il puisse en sortir, ce qui est une opération compliquée. Enfin, à chaque fois, ce sont des opérations compliquées. Voilà. Mais Robert, je trouve que c'est très intéressant et impressionnant à chaque fois quand vous parlez, quand on entend, quand on écoute cette question de cette… bon, aujourd'hui, vous avez parlé en termes de dépendance, de cette… pardon, je suis dans le noir, je n'ai pas allumé la lumière. De cette dépendance finalement qui est de l'amour, dont la perte renvoie à une expérience extrêmement archaïque de chute dans le néant, que la désamoration finalement fait rencontrer des moments d'un tel réel, et que quelque part l'analyse, si ah bah il est parti. Non, je suis là, je vais mettre de la lumière, moi aussi. Vous êtes parti. Non, c'était pour mettre de la lumière, voilà.
mais quand même, donc, moi, je suis impressionnée par l'idée, comment dire, d'une libération qui passe par quelque part la, la libération de l'amour de transfert, si elle s'associe à l'idée comme ça d'un sujet affranchi, désarrimé, désarticulé de l'idéal qui pouvait la servir. Et au fond, la question, je trouve qu'elle revient à qu'est-ce qui se passe après? C'est si la structure, elle doit tenir, enfin, comment parler, évoquer ce qui la tient. Est-ce qu'on va parler en termes de symptômes? Et finalement, quand on regarde les analyses, qu'on regarde ce qui se passe dans les associations, parmi les analyses, dans les parcours effectifs de sujets, on a l'impression que souvent, les sujets restent autour de l'analyse, dans quelque chose qui concerne finalement une relation vitale à quelque chose qui s'organise autour de ça et qu'on peut peut-être aussi qualifier sinon d'idéal. Alors de temps en temps c'est un idéal, mais quand même ça ne l'est pas, ou on peut espérer que ça ne le soit pas, mais qui finalement, alors est-ce que c'est plus de l'amour de transfert, mais est-ce que c'est sans rapport avec la question de quelque chose qui tient grâce à du transfert? Eh bien, écoutez, je vous remercie de poser cette question vraiment fondamentale, hein. C'est en effet une question centrale. Alors, une part, non pas de la réponse, mais des commentaires que je peux faire à partir de ce que vous évoquez là, c'est que d'abord, Lacan n'a jamais évité de signaler que le transfert pouvait faire symptôme, en effet, et non du père, d'une certaine façon, hein. Il a même proposé son nom comme quatrième nœud à un moment donné. Ça, c'est une chose. Je crois qu'on retrouve ça dans certaines structures à propos du transfert avec certains patients. C'est-à-dire qu'effectivement, le transfert reste un élément qui peut jouer, servir de symptômes, en quelque sorte. Mais au-delà de ça, ce que vous évoquez concernant les institutions analytiques, oui, certainement, il y a quelque chose qui est vraiment problématique, mais pas de la même façon dans toutes les institutions. C'est-à-dire que je pense que le fait d'avoir mis ou pas la psychanalyse à la place d'un idéal ou non marque forcément d'une part une théorie du transfert différente et d'autre part un mode de, de constitution d'une institution analytique différente. Voilà. Ça, vraiment, je le pense tout à fait. Et je pense aussi que, en effet, l'amour ne disparaît pas dans le transfert. D'ailleurs, ce n'est pas tellement ça la question. La question, c'est de pouvoir distinguer dans cet amour, à partir d'un certain parcours, quelque chose qui soit la même chose que ce que permet, me semble-t-il, une analyse en termes de pouvoir aimer autrement après, c'est-à-dire aimer l'autre pour un autre et pas pour l'idéal du moi que je projette sur lui, ce qui est quand même tout à fait différent. Or, en ce qui concerne la question du rapport entre les analystes, leurs analysants et les institutions, je crois que c'est de ce même travail dont il s'agit. C'est-à-dire, en effet, si on continue à buter sur la question de l'idéal et de l'idéal du moi, ce transfert ne peut que se transformer en transfert de travail sur l'idéal de la théorie de l'analyste, n'est-ce pas? C'est-à-dire sur quelque chose qui ne peut absolument pas être
objectivé, être travaillé autrement que dans une poursuite à l'identique d'un transfert de travail amoureux et dans l'ignorance de ce contenu amoureux, alors que je crois qu'une analyse menée à son terme, si jamais elle peut dégager cette place de la dépendance, enfin si un sujet peut effectivement devenir sujet autrement que dans son rapport de collage avec son idéal du moi, avec son moi donc, ça permet aussi d'avoir, comment dirais-je, une considération pour l'analyste comme théoricien, comme théorie, différente, c'est-à-dire pas forcément, et sûrement pas d'ailleurs, à la place d'un idéal. C'est toute la question. Voilà, donc je crois que nous avons aujourd'hui, et en France et mondialement d'ailleurs, des institutions analytiques qui présentent très exactement le résultat de ce que les analyses des analystes qui sont les représentants de ces institutions ont pu produire. Ou bien des gens asservis, et il y en a quand même beaucoup, hein, ou bien des gens qui peuvent avoir une certaine forme de créativité et même d'indépendance dans une institution, même si leur analyste se trouve dans l'institution. Parce que la question, ce n'est pas de savoir si je peux ou pas travailler dans la même institution que mon analyste. La question, c'est de savoir si j'ai ou pas fait une analyse qui me permette justement de ne pas avoir mis mon analyste en place d'idéal. Voilà, c'est ça toute la question. Voilà comment je répondrai à cette question, mais vraiment, je trouve très centrale que vous évoquez, Anna. Je suis très content que vous l'ayez posée parce qu'il ne faut absolument pas l'éviter. Et vous n'avez pas l'impression parfois, Robert, d'être mis vous-même en place d'idéal? Bah si, à chaque fois. Bien sûr que si. Bien sûr. Bien sûr que si. C'est pas parce que je suis mis en place d'idéal, d'une part, que je crois à l'idéal qu'on m'attribue, d'une part, et d'autre part, ça n'est pas pour ça non plus que je ne pense pas que cette place d'idéal ne pourra pas être travaillée dans l'association que j'ai choisie, parce que je pense que les modalités de travail dans un certain nombre des dispositifs de cette association permettent justement que cette place soit interrogée, contrairement à d'autres associations dans lesquelles ça n'est pas possible. Dans lesquelles... C'est un travail inlassable finalement. Ah bah oui, mais enfin. Oui, oui. Bon, la fin de l'analyse ferait parfois oublier le côté inlassable finalement de ce travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Oui, moi je voudrais revenir sur cette question de la dépendance dans l'amour, dans la dépendance de l'enfant et de cette personne secourable qui s'occupe de lui, la dépendance dans l'amour, dans l'amour de transfert, bien évidemment, donc dans la cure. Dépendance nécessaire, disais-tu, Robert, c'est-à-dire que, comme Lacan parlait dans le séminaire 11, il s'agit de l'aliénation. Bien sûr. L'aliénation à l'autre, au manque dans l'autre, au désir de l'autre, et de l'opération, en effet, absolument fondamentale pour que du sujet il puisse y avoir éventuellement, c'est-à-dire la question de la séparation. L'aliénation, séparation, c'est bien dans cet écart-là que se produit des effets de sujet. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aliénation, il n'y a aucune chance pour qu'il puisse y avoir du sujet. Absolument. S'il n'y a que de l'aliénation, le moi est pris complètement assujetti dans ce lien au grand autre, et il n'y a pas de chance pour que du sujet puisse advenir. Alors en effet, je pense que cette question de l'aliénation, on peut le retrouver alors dans l'association analytique, mais
ou dans l'association de psychanalyse, mais au-delà dans la société elle-même. C'est ce que Foucault, par exemple, avance quand il dit que, évidemment, tous les citoyens, tous les êtres humains sont aliénés à une institution, que ce soit la famille, sont aliénés à une société, sont aliénés à une identification portée par le social, aliénés aussi à un discours, et que c'est précisément lorsque le sujet, là, pour le coup, tente de s'affranchir, c'est-à-dire de se distinguer, de se singulariser, c'est-à-dire de sortir de cette place à laquelle il est assigné, qu'il y a une chance pour du sujet d'advenir. Voilà. Et donc, c'est dans ces écarts, mais c'est aussi ce que Lacan dit, quand il dit aussi comment, dans la question des discours, c'est bien dans les écarts, dans les quarts de tour qui s'opèrent. C'est à chaque fois qu'il y a un quart de tour, à chaque fois que le sujet sort d'un type de discours, que quelque chose des effets de sujet peuvent se produire. Voilà. Alors, pour aller dans la question de Jean-Jacques Valentin là tout à l'heure, voilà, cette question, elle est inlassable. En tout cas, je pense que dans la cure, ce qui se rencontre, c'est en effet ce point-là. C'est que de l'aliénation à la séparation, ce qui se rencontre, c'est un moment où il n'y a rien, où il n'y a pas, l'objet, où il n'y a pas, où la femme n'existe pas, etc. Et c'est ce que Lacan nomme les vérités indomptables. C'est-à-dire que dans une cure, il me semble que c'est ça qui se rencontre fondamentalement. C'est cet écart entre l'aliénation et la séparation, et c'est le fait qu'il n'y a pas. Et par exemple, il n'y a pas cet analyste idéalisé. Voilà. Il y a quelque chose qui choisit de ça, et c'est sans doute ce qui produit cette destitution subjective, ce moment de déréalisation d'une fin de cure, c'est-à-dire la capacité à pouvoir supporter quelque chose de ce rien. Un moment qui peut faire vaciller quelque chose du sujet. Et le sujet, en effet, il apparaît bien entre deux signifiants. Donc, et cette affaire-là, en effet, tend à se refermer sans arrêt. Et ce que tu disais sur le désir d'analyste, c'est-à-dire ce qui tente de maintenir cet écart le plus grand possible entre l'identification et l'objet. Voilà. Eh bien, peut-être que c'est ça qui se passe dans une cure. C'est pour un analysant qui a mené une cure jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à une terminaison de l'analyse, parce que je pense qu'avec Lacan, il y a quand même la question de la fin de l'analyse qui se pose. Eh bien, c'est précisément peut-être quand quelque chose de cette rencontre avec ce rien, et le fait que le sujet soit en mesure d'en supporter quelque chose, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas désirant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose dans la vie ensuite qui peut se produire. Alors peut-être en effet une autre manière d'aimer. C'est-à-dire comment peut-on aimer, mais tout en sachant que il y a peut-être quelque chose de ce rapport à l'ignorance dans l'amour qui est peut-être différente. Et peut-être que tu pourrais nous en préciser quelque chose, Robert. Écoute, déjà, merci Raju pour toutes ces précisions bien claires et bien utiles que je partage totalement. Un point sur le… C'est intéressant le lien que tu as fait, enfin le rappel que tu as fait avec Foucault, mais le problème avec Foucault, c'est que son dispositif de séparation, enfin de désaliénation plus exactement, ne passe pas du tout par celui que nous soutenons, à savoir celui de l'analyse. C'est plutôt un dispositif politique en l'occurrence,
bon, politique au sens foucaldien, qui n'est pas n'importe quel type de politique d'ailleurs, bon, pour lequel moi j'ai, disons, quelques doutes quant à la question justement enfin, d'une forme d'idéal qu'il ne mettrait pas à nouveau en place dans ce système politique qui lui est propre. Enfin bon, c'est un autre débat, disons, et en tout cas, c'est intéressant. C'est vrai que les remarques de Foucault sont vraiment précieuses de toute façon. Alors, est-ce que tu peux me... Du coup, j'ai oublié ta question, sans doute que c'est pas pour rien. Tu voulais que je reparle de la question de comment, en effet, un analysant qui a rencontré quelque chose de ces vérités indomptables, de cette rencontre avec le rien, dans cette voilà, dans cette séparation qui a été opérée, comment est-ce que, en effet, il va pouvoir aimer ensuite, c'est-à-dire se laisser prendre quand même par quelque chose ou pas de ce miroitement de l'objet petit A dans l'autre. Bien sûr, bien sûr. Alors, je crois que la différence, enfin, il me semble, évidemment, il me semble que le point fondamental d'un avant et d'un après une analyse pour ce qui concerne la question de l'amour, c'est celui qu'on travaille également lorsque la demande vient de ces personnes qui répètent inlassablement le même prototype, disons, amoureux d'échec, et dans lesquels, évidemment, on s'aperçoit que peu importe les personnes avec lesquelles elles se trouvent, ça peut être à chaque fois des personnes différentes, en tout cas, le scénario est le même, hein, et se reproduit de la même façon, c'est-à-dire pour aboutir, au fond, à un échec de la relation amoureuse. Donc, je dis que c'est un peu la même chose parce que chez ces personnes, il y a quelque chose, d'une part, de la question du fantasme qui doit être analysé, bien sûr, puisque le scénario est quand même très souvent lié à ce fantasme qui met en place le scénario de lui-même, mais aussi à la question de l'investissement, encore une fois, de l'idéal du moi que ces personnes projettent sur celle qu'elles mettent à la place de l'aimer, masculin ou féminin. Voilà. Je pense que lorsque ces questions peuvent être abordées et analysées, il y a une petite chance pour que quelque chose se modifie précisément. Alors, tu as raison de préciser qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'objet petit a pour que ça marche. Néanmoins, la formule que j'ai trouvée la plus adaptée à ce que je voulais dire, dans ce que je pense être une autre façon d'aimer, c'est de pouvoir aimer l'autre, en fait. Hein, aimer un autre, et pas aimer, comment dirais-je, et pas aimer la projection que l'on fait dans l'autre. Voilà, je pense que c'est quand même ce point-là qui reste quelque chose que, me semble-t-il, seule la psychanalyse peut aborder, et en plus peut aborder pas directement, elle ne l'aborde qu'à travers le travail du transfert, justement. Hein, sinon, ça serait de la psychologie. On ne va pas expliquer aux gens pourquoi et comment leurs échecs amoureux sont en fait les représentations de leur scénario inconscient et de la façon dont ils projettent chez leurs partenaires leurs propres idéaux. Évidemment que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne peut être que dans un rapport de travail du transfert ou de transfert avec leur analyste, et dans l'analyse que ça peut se travailler. Donc je pense que quand ceci est possible, et je crois que ça l'est quand même dans un certain nombre de cas, heureusement, alors il y a une nouvelle, c'est pas un nouvel amour, c'est une nouvelle capacité d'aimer. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et cette nouvelle capacité d'aimer, c'est la capacité de pouvoir aimer
un autre comme autre. Voilà. C'est comme ça que je pourrais essayer de préciser les choses. Alors que quand même, bien souvent, l'aimer n'a pas en fait ce statut d'autre. Hein. Voilà un peu comment je pourrais baliser ce que j'entends par amour différent. Moi, je voudrais bien essayer de dire quelque chose. Si dans la passion haineuse, c'est une passion qui ne me semble pas être de l'ignorance, mais de la certitude. Le sujet, je veux dire, désigne son objet et le garde. Tandis que dans l'amour, il est beaucoup plus difficile de cerner les choses parce que on peut être sujet et objet, mais c'est difficile de se situer parce qu'on peut passer de l'un à l'autre, comme le chasseur et la proie, par exemple. Oui, oui. Et ça peut poser une grande difficulté déjà, cet aspect des choses. Donc là, on sentirait mieux la passion de l'ignorance avec l'amour. Parce que dans la haine, on sent beaucoup plus la certitude. Oui, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Et d'autre part, dans le problème de se désaliéner, c'est un problème extrêmement épineux parce que si je décide à un moment de porter ma casquette à l'envers pour ne pas être comme les autres, je vais m'aliéner quand même aux porteurs de casquettes à l'envers. Bien Et donc sûr. là, il y a une très grande difficulté aussi à pouvoir se désaliéner. Bon, c'est des petites remarques que j'ai faites. Oui, oui, c'est vrai que c'est une question compliquée. Alors, est-ce que le terme désaliéné convient? Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement convaincant dans cette matière, en effet, parce que, comme tu le dis, s'il s'agit de passer d'une aliénation à une autre, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, ce n'est pas tant de se désaliéner, c'est de pouvoir rencontrer, alors ça, moi, j'y tiens, quoi, vraiment, c'est pouvoir rencontrer un autre. Et c'est ça, ce n'est pas une désaliénation, c'est une nouvelle capacité, c'est pas pareil. Et c'est le terme que vous avez utilisé, je ne sais plus qui, mais désaliéné. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Moi, je l'ai dû d'ailleurs l'utiliser aussi, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait juste de parler de désaliénation. Je crois que comme si on avait un état antérieur à retrouver. Hein. On était aliéné, alors on allait se désaliéner. Mais je ne crois pas du tout que c'est ça, parce que c'est plutôt quelque chose qui est dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens d'une productivité nouvelle. C'est ça. C'est-à-dire Voilà. que la dialectique de Lacan, c'est l'aliénation et la séparation. Et il va parler davantage d'assujettissement, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est Et pas donc, pareil. sans doute, il s'agit de se désassujettir. Voilà, c'est ça. Tu as raison, absolument. Voilà. Voilà. C'est ça, Gilbert. C'est en effet, tu as raison, Gilbert, aussi, de dire qu'il ne s'agit pas de se désaliéner, mais de se désassujettir, en effet. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est productif, sans doute de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'une nouvelle capacité. Plus que de revenir en arrière sur on est aliéné, on n'est plus aliéné. Enfin, voilà. Et il en restera de toute façon toujours une marque. Oui, Hein, bien sûr. comme avec la question du fantasme, qui est un fantasme singulier. Bien Donc, sûr. il s'agit en effet peut-être de repérer quelque chose dans quoi le sujet est pris dans ce fantasme, et surtout ce à quoi il est aliéné tout particulièrement et assujetti, c'est la question de la jouissance. Plus d'une fois, Robert, tu as avancé au cours des séminaires des années précédentes que ce qu'il y avait sans doute de plus difficile dans une cure, et pour tout sujet d'ailleurs, c'est de se déprendre de cette jouissance. Oui, Qu'est-ce qui peut bien faire coupure de jouissance, effet de vérité du coup, mais ça, c'est quelque chose auquel le sujet n'est pas prêt à renoncer aussi facilement que ça. Hein.
Alors, justement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Raju, du coup, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en effet, il ne s'agit pas tant de changer de jouissance, mais que cette nouvelle capacité permet de trouver autre chose? C'est plutôt dans ce sens-là alors qu'on pourrait infléchir la question, quoi. Parce que c'est vrai que moi, je doute beaucoup enfin, du fait qu'on change de jouissance, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me semble là très, très, très compliqué et comme une sorte d'invariant, quoi. En revanche, si ce que nous avançons ce soir est juste, à savoir que il ne s'agit pas de désaliénation, mais de déssujettissement. Enfin, voilà. Alors, ça permet une nouvelle capacité et que dans ce cas, la question de la jouissance initiale devient moins prévalente, moins centrale. Voilà. Alors, une autre manière de le dire, c'est ce que Lacan avance, par exemple, dans L'étourdi, Oui, quand il reprend la figure du tort, qui est oui, une figure topologique de la névrose, avec les différents tours de la demande. oui, Voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, dans une figure qui semble complètement sphérique, hein, avec un oui, dedans, un dehors, et le sujet est pris à l'intérieur de cette chambre à air, là, où ça oui, tourne oui, et ça retourne. Voilà. Et la coupure de jouissance, en effet, ce qu'en montre Lacan, c'est ce qui permet de révéler la structure, en fait, asphérique de ce tort. Ça paraît sphérique, c'est-à-dire que le sujet y est enfermé, mais avec cette coupure de jouissance, ce à quoi le sujet a accès, comme savoir et comme vérité, c'est que, comme sujet, il est constitué comme une bande de Moebius, c'est-à-dire d'un envers et d'un avers sur voilà, c'est une même bande avec un envers et un avers. Voilà, c'est ce rapport-là peut-être au réel oui, oui. et à sa structure de sujet qui lui permet peut-être d'accéder à un certain type de savoir. Voilà, ça c'est dit de manière topologique, mais en tout cas, Non, mais c'est très juste, oui, oui. Merci Raju, c'est tout à fait important de préciser cet aspect des choses, puisque en fait, euh, voilà, la question de tourner en rond n'est pas aussi ronde que ce qu'elle paraît, surtout si on peut y faire coupure et que ça révèle quelque chose qui ne l'est pas, en fait. Enfin, voilà. voilà. Et ce qu'il dit aussi, c'est que même un obsessionnel pourrait compter les tours de la Ouais, demande, etc. Mais il y a un tour qu'il oublie ou qu'il ne peut pas compter, parce qu'il ouais, l'ignore, c'est le fait que finalement, il tourne en rond, c'est-à-dire qu'il y a un autre tour. C'est-à-dire que, tu vois, et ce tour, c'est le désir. Voilà. ouais, C'est cela qui lui échappe fondamentalement. ouais, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai que la façon dont vous posez le problème, là, ce débat là, qui vient d'avoir lieu, euh, c'est pas simple. Moi, je trouve que c'est très compliqué. Mais il y a une chose qui m'apporterait quelques éclaircissements, c'est les signifiants. C'est-à-dire les signifiants entre désaliénation et désubjectivation. C'est ça, c'est comme ça. Oui, 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 c'est ça. C'est marrant, toi aussi, Robert, tu as eu du mal à le dire tout Oui, à oui, l'heure. oui, oui, oui. Parce que les deux sont parallèles et renvoient à quelque chose de différent. La désaliénation, c'est par rapport à l'autre, et la désubjectivation, c'est par rapport au sujet. Donc voilà, c'est sur cette contradiction apparente là que je me suis laissé aller à obscurcir ma pensée, à trouver que les choses étaient moins claires qu'il n'y paraissait. Mais dans la solution qu'avance Raju là de se déprendre de la jouissance, j'y vois un peu plus clair. Hein. Mais peut-être, Robert, parce que pour moi, c'est pas toujours très clair. À propos de la fin de l'analyse, Lacan parle de destitution subjective pour l'analysant et d'un désêtre chez l'analyste.
quelle différence faire là, puisque les positions sont asymétriques dans la cure. Alors, destitution subjective pour l'analysant et des êtres. Alors, en effet, il y a quelque chose où il n'est plus du côté de l'être et de cette passion de l'être, je ne sais pas, mais je ne sais pas si ça t'évoque des choses. Ben, écoute, pour moi, j'ai toujours, ça fait un moment que je pense que la question du désêtre, c'est de toute façon la seule place possible pour un analyste. Et ce n'est pas seulement à la fin de l'analyse de son analysant, ou plus exactement, pour qu'il y ait des subjectivations du côté de l'analysant, il faut forcément que l'analyste ait été en position de désêtre pendant un certain temps, enfin, je veux dire, parce que sinon, il n'y a pas de désubjectivation possible du côté de l'analysant. Voilà. Donc, moi, c'est déjà ça que je voudrais te dire. C'est-à-dire, je ne crois pas que ce soit seulement à la fin que ça se pose comme ça. Et c'est asymétrique aussi parce que pour l'analyse, c'est depuis le début que ça doit être comme ça. C'est pas. Dans le désêtre tel qu'il est avancé par Lacan, dans le terme d'une analyse et la passe, c'est le désêtre de l'analyste au regard de l'analysant. C'est-à-dire que, il faut évidemment que l'analyste soit en place de répondre à cette fonction-là, hein, à occuper cette place de désêtre. Et ça, c'est pas seulement. Je te laisse la parole, Jacqueline, après. Mais je crois que c'est pas seulement, si tu veux, une production. Alors, c'est une production peut-être de l'analysant qui peut penser l'analyste en place de désêtre lorsque lui est dans la désubjectivation. Mais je pense quand même que l'analyste, pour que ce soit possible pour l'analysant, doit être d'emblée dans cette place de désêtre. Voilà. Oui, il me semble que ce n'est pas du tout des subjectivations, mais des assujettissements. Des subjectivations, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de sujet. C'est ne plus être assujetti. C'est quand même différent. Mais dans la proposition de la passe, le terme, c'est quoi alors? Moi, je crois que c'est destitution. Elle a raison. Elle a raison, la collègue. Non, mais c'est destitution. Pas la même chose. Mais on parle de la proposition de la passe, c'est destitution subjective. Oui, mais ça, c'est le début de Lacan, hein, quand même. C'est la même chose que les désêtres. C'est les désêtres. Il est en train de chercher quelque chose qui va formuler comme les désirs de l'analyste. Non, Hadjou. Non, c'est pas ça. Les désêtres. Lacan parle de désêtre de l'analyste. Moi, je n'ai pas les textes en tête, mais j'ai l'impression que c'est au début, quand il cherche quelque chose qu'il va formuler après, comme les désirs de l'analyste. Oui, je suis d'accord. Tout à fait, c'est pour ça que je disais que c'était comme ça pour l'analyse depuis le début. Parce que depuis le début, tu as raison. Voilà, oui. C'est pas à la fin. Oui. Non, c'est à la fin de son analyse à lui. Voilà. À lui, l'analyse. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que Lacan, finalement, à la fin, pas tout à fait à la fin, mais revient dans les débats ultérieurs à propos de la passe, il revient sur ce désêtre du début. Voilà. Qu'il évoquait au début. Ah ben oui, il l'évoque très nettement. Ça. Les êtres. Le désêtre chez l'analyste, pour qu'il y ait fin d'analyse pour l'analysant. Et le désêtre, il l'évoque dans le séminaire sur l'acte psychanalytique à propos de la question de la fin de l'analyse. Mais est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu idéalisant, ça, de dire, en effet, idéalement, il s'agit d'être là sans raison d'être pour un analyste, le désêtre devrait être là depuis le début, ça
sûrement. Mais d'un autre côté, ce que dit Lacan aussi, c'est qu'il n'y a qu'un seul transfert. C'est vrai. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'analysant qui transfère sur son analyste, mais l'analyste qui y est convoqué dans ce transfert. Oui, oui, oui. Donc, s'il y est convoqué, il y est peut-être un peu pris aussi. Est-ce que précisément c'est parce que la résistance, c'est la résistance de l'analyste, donc, et que c'est parce que l'analyste va analyser quelque chose de ces résistances-là, c'est-à-dire qu'il va percevoir là où il est pris dans ce transfert aussi, hein, voilà, que quelque chose va pouvoir se passer autrement. Donc, présenter, c'est pas ce que tu dis, Robert, mais le risque, ce serait de présenter la fonction de l'analyse comme une espèce de place un peu idéale, Commençant, oui, des êtres comme depuis dit le Lacan. début, d'être là sans raison d'être tout le temps. Ah non, il y est pris dans le transfert quand même, et c'est bien ça aussi l'objet d'une cure. Hein. Bien sûr. Ce que j'ai toujours dit, c'était que je trouvais que cette formule était assez clarifiante simplement, mais que c'est une fonction, et comme fonction, c'est son travail comment dirais-je, de continuer à pouvoir faire en sorte de ne pas se retrouver là où son analysant l'attend dans les identifications que cet analysant lui propose, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y tombe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas, comment dirais-je, intéressé à certains moments, mais ça veut dire que son boulot, c'est d'essayer de laisser cette place vide et de ne pas s'y mettre. Voilà. Et ce que Lacan dit, par exemple, dans le séminaire 11, c'est qu'en effet, ce à quoi il est appelé, c'est à prendre son patient dans les bras, ou à le jeter par la fenêtre. Et précisément, ce dont il s'agit avec le désir d'analyste, c'est de ni le prendre dans ses bras, ni de le jeter par la fenêtre. Oui, voilà. Permettre donc qu'une cure puisse... Et ça peut être tout à fait l'objet du travail après l'analyse dans les associations. Ça peut être l'objet du travail. C'est tout à fait l'objet du travail dans la pince et dans les dispositifs sur la pratique. C'est jamais terminé, ce travail-là. On n'est jamais assuré d'être au pile poil dans la fonction, quoi. Ça, oui. Ça foire toujours un peu et c'est ça le travail. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement, Raju, loin de moi l'idée de présenter ça comme un idéal. Bon, mais il faut bien le formuler. À partir du moment où tu le formules, c'est vrai que la tendance, c'est de le mettre en place de fétiche, quoi. Et c'est vraiment pas ça que je veux promouvoir, enfin. D'une façon un peu humoristique, pour reprendre ces questions-là, je me suis posé la question de finalement la passion qui anime les analystes vers l'analyse. Est-ce que c'est pas une façon pour un analyste qui justement est là par moments un petit peu sans raison d'être, hein, c'est-à-dire que quand il est dans cette position-là, il est dans la perte. Et que finalement, cette passion, est-ce que ce ne serait pas une passion d'amour pour la perte? Écoute, voilà la perte. Et que effectivement, ce moment difficile pour un analyste des fins de cure, c'est aussi quelque chose qui vient lui dire que il va perdre cette perte. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, est-ce que vous avez comme ça des idées qui vous passent par la tête et qu'on pourrait discuter? Alors attendez, parce que ma batterie est faible. Un petit peu. Voilà.
Ah, c'est bon. Bon, bah, écoutez, alors voilà. Dans ce cas, on va s'arrêter là avec peut-être quelques infos que vous savez peut-être déjà. Bah, d'une part, nous avons une réunion Zoom avec nos collègues de Barcelone sur la passe samedi prochain entre 11h et 14h, c'est ça? Voilà. Ah non, le 20, le 20. Le 20, Le 20. c'est pas samedi là, Oui, non? oui, c'est vrai, pardon. Oui, oui. Non, c'est après-demain. Ouais. C'est après-demain, donc qui sera Non, après-demain, c'est vendredi. C'est samedi, tu dis. Oui, enfin, samedi, quoi. Ouais. Samedi de cette semaine, voilà. Ouais. Qui sera en traduction simultanée, donc espagnol-français. Bon, évidemment, débat fort intéressant auquel je convie tous ceux qui veulent y participer. Donc, pour ça, il faut demander le code à notre secrétariat. Voilà. Ensuite, nous avons prévu cette année de faire notre congrès donc sur le thème de l'année sur Zoom également, puisque bon, malgré disons les bons résultats qu'il y a en ce moment du point de vue de cette pandémie, voilà, les risques sont encore un peu présents. Merci Corinne. Et donc, on a choisi avec le bureau de faire notre congrès via cette plateforme Zoom. Et ça aura lieu les samedis 3 et dimanche 4 octobre. C'est ça, je ne me trompe pas? Voilà. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez vous y inscrire via notre secrétariat. Et puis aussi, si les uns ou les autres de ceux qui sont ici présents veulent présenter quelque chose, eh bien, écoutez, c'est encore le moment de le faire savoir, toujours à notre secrétariat. Il faut que tu expliques un peu le dispositif, Robert. Eh bien, vas-y, Maria, parce que moi, je suis fatigué là. Vas-y. Ok. Alors, le dispositif, ce ne sera pas comme d'autres années, puisque c'est très fatigant d'écouter tous les exposés, les discussions, etc., par Zoom. Et donc, on va faire des tables rondes. Il y aura 4 personnes par table ronde et les participants enverront leurs travaux aux autres participants de sa table, aux autres 3 participants. Et dans la table ronde, on ne fera que discuter les travaux des autres. C'est-à-dire que si on est dans le public, disons, on comprendra ce que chacun des auteurs soutient à travers la discussion qu'ils font les autres. Voilà, et ce serait très bien que vous puissiez intervenir. Il nous faut le savoir dans les prochains jours, puisqu'il faut que Robert et moi faisons les tables d'une façon homogène. Nous trouvons que ça va être vraiment une façon agile de travailler. On l'a expérimenté un peu pareil à Madrid au mois de janvier, ça a été vraiment un succès. C'était vraiment très vivant, hein? Il y avait une vraie discussion, une vraie table ronde. Donc, je vous anime, nous vous animons à vous poser comme participant. Hein? Voilà. Il y a également notre journée institutionnelle qui auparavant précédait le congrès, mais cette année, pour les mêmes raisons qui concernent Zoom, ce serait un peu fatigant. Oui, ce sera fatigant de faire les 3 jours à continuation l'un de l'autre. C'est pourquoi on va le faire une semaine avant la journée institutionnelle.
Je l'ai expliqué, Robert. Donc, le vendredi qui précède notre congrès. Ça, c'est un moment tout à fait On t'entend pas, Robert, hein, on t'entend pas du tout. Ah, tu es même déconnecté, apparemment. Maria Cruz, tu veux terminer peut-être? Parce Oui, qu'on a oui. disparu du coup. C'est-à-dire que ça va être la journée institutionnelle où chacun qui voudra poser une question institutionnelle ou un groupe de travail sur des questions qui intéressent l'association, et il faut le dire, il faut nous le dire. Hein? Voilà. des prochains rendez-vous. Et puis, on reprendra le séminaire de Paris dès le mois d'octobre, c'est-à-dire le mercredi qui va suivre notre congrès. Donc, si le congrès, c'est le 3 et 4 octobre, le premier séminaire parisien, qui sera encore, en tout cas pour le moment sur Zoom, sera le 5, 6, 7, le 7 octobre. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir été présent ce soir et puis au cours de ces différents séminaires de l'année, à vous souhaiter de bonnes vacances et surtout à bien prendre soin de vous parce que cette épidémie n'est pas terminée. Voilà, à très bientôt. On se voit samedi prochain. Et on se voit samedi prochain pour ceux qui... On la passe. Samedi prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.